Et rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net sur lequel j'essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Entre autres, la paix universelle et bien d'autres choses. Voilà, je vous renvoie à la lecture de ce site. Pour ce faire, je m'appuie de temps en temps en vidéo, sur les vidéos, sur des ouvrages que je découvre au hasard de mes pérégrinations. Là, par exemple, celui-ci de René-Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations. Un livre qu'il a écrit en 1991. Et René-Jean Dupuy était membre du curatorium de l'Académie des droits, du droit international de La Haye, dont il fut le secrétaire général pendant 20 ans. Et voilà, en lisant quelques passages de la quatrième de couverture, il est dit « L'exiguïté nouvelle d'une planète enrobée dans des réseaux de communication a fait passer l'humanité du rêve à la réalité. » Voilà, le concept d'humanité est passé du rêve à la réalité. Et on était, voilà, en 91, il faut resituer l'époque, l'URSS venait de tomber, donc le communisme venait d'être terrassé par le capitalisme qui allait s'imposer pendant les 30 ans qu'on vient de passer sous la forme de néolibéralisme et de mondialisation. Voilà. Et là, on est à un autre moment charnière où l'hégémonie du système libéral, mais surtout de la domination des États-Unis, est remise en question par les pays émergents et par une partie de l'Afrique. Voilà. Alors, je continue à lire, je découvre en même temps que je lis et je commente si je sens que c'est nécessaire. Alors, dans une ère de communication, les sociocultures perdent de leur étanchéité et les réactions élémentaires, celles qui émanent de l'inné plus que de l'acquis, se trouvent facilitées. Ah, voilà. Claude Lévi-Strauss a montré que sous des affabulations diverses, les mêmes mythes se retrouvent d'un bout à l'autre de la planète. Donc ça veut bien dire que c'est pas une constitution hasardeuse, cette humanité. Nous faisons partie, nous sommes tous issus d'une même formation mentale, d'une même origine, etc. Et donc, après s'être dispersé sur l'ensemble de la planète pour la découvrir et s'adapter à tous les milieux, l'humanité a décrit un retour vers l'unité depuis quelques millénaires. On se rapproche de plus en plus, voilà, on va à la découverte d'autrui, etc., jusqu'à arriver maintenant à connaître l'ensemble des êtres humains qui composent cette humanité. C'est la première fois dans l'humanité, le XXe siècle marque pour la première fois le fait que l'humanité connaît tous les êtres humains qui la composent. Les derniers petits groupes humains qui vivaient encore isolés en Amazonie ou ailleurs ont été découverts au XXe siècle. Et enfin, ils nous ont découverts au XXe siècle parce qu'ils existaient depuis bien avant que la société, que les sociétés modernes aillent à leur rencontre. Donc c'est eux qui nous ont découverts en réalité. Voilà. Et c'est la première fois au XXe siècle où on construit des organismes comme justement l'ONU pour pouvoir fonctionner universellement. L'ONU, l'UNESCO, l'OMS, etc. C'est la première fois donc qu'on a bâti toutes les structures pour un fonctionnement universel. Et quoi qu'il arrive,
Alors, il y a des réticences, évidemment. On ne veut pas quitter notre nation, on ne veut pas passer. À chaque fois qu'il y a des amalgames un peu supérieurs, on est passé du clan à plusieurs clans se sont réunis pour former des tribus, plusieurs tribus se sont se sont assemblées pour former des cités, plusieurs cités ont formé un pays, les pays ont évolué en nations, etc. Et, euh, et à chaque fois, c'est des amalgames un peu plus vastes et qui arrivent jusqu'à aujourd'hui, donc à la porte de l'universalité. Voilà. Et c'est ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle, que nous ne pouvons pas échapper à cette évolution vers l'unité absolue, vers la paix universelle, vers un fonctionnement totalement universel. Donc, euh, Claude Lévi-Strauss a montré donc que sous des affabulations diverses, les mêmes mythes se retrouvent d'un bout à l'autre de la planète, car ils ont un élément de la structure, car ils sont un élément de la structure de l'esprit. Au-delà des différences pris entre l'identité et la parenté, les hommes rejoignent la plateforme où se retrouvent les similitudes. En même temps que s'affirment les unes, les autres aussi prennent conscience d'elles-mêmes, car il s'agit désormais de gérer l'humanité. Voilà, il s'agit désormais de gérer l'humanité ensemble. Et on le voit, tout montre qu'on est parti dans ce mouvement-là. Ce virus, par exemple, c'est la première fois où mondialement on a dû gérer, on s'est mis à gérer un système qui touchait l'ensemble de l'humanité. Voilà, tout indique cette évolution. Il y faut un minimum de concepts communs, d'autant que la symétrie de sa démographie ira en s'accentuant. Donc évidemment, il y a des disparités, des pays qui se peuplent pendant que d'autres se dépeuplent, etc. C'est pourquoi c'est nécessaire, et pour l'ensemble des pays, cette solidarité, l'Europe ne pourra pas y échapper. L'Occident ne pourra pas échapper d'être coopératif, d'être constructif dans cette universalité, dans cette universalisation. Et donc d'être solidaire, d'être fraternel, de revenir à des relations, d'arriver à des relations horizontales, pas des relations de dominant à dominé, etc. C'est une obligation pour la survie de l'Europe. En dépit de ces insuffisances, l'Organisation mondiale assure une concertation dont l'attention se porte toujours plus sur l'avenir de l'homme. Voilà, toutes ces grandes structures travaillent justement pour l'avenir de l'homme. Et on les met pas assez en avant. Et c'est pourquoi ça donne un sentiment de Big Brother, d'être devant un système qui nous abuse, voilà, d'être sous la coupe d'un système qui est pratiquement dictatorial. Parce qu'on ne montre pas le travail qui est réalisé par l'ONU, par l'UNESCO, etc. On, on avance là-dedans sans comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est le système qui le décide pas. Et donc, c'est quelque chose qui doit être fait. Les peuples du monde entier doivent comprendre ce qui se passe. Pourquoi c'est important de travailler? Qu'est-ce que ça apporte, ces rencontres entre les chefs d'État? Comment ça se déroule, etc., etc. Sur les terres où il semblait enfoui dans la masse, le voici qui surgit, l'homme. Dans l'Ancien Régime et la Révolution, Tocqueville nous dit que le premier mouvement des hommes les porte à l'égalité. Ah ah, et c'est pas n'importe quoi. Et donc, l'égalité, une valeur qui était promue par
le communisme. De l'autre côté, le capitalisme prônait la liberté. Et à eux deux, ils apportaient les deux valeurs fondamentales de l'homme. L'évolution vers l'égalité, l'évolution vers la liberté. Et quand le capitalisme a vaincu son adversaire de 100 ans quasiment, il a écrasé en même temps les valeurs d'égalité. Et ça a donné les 30 années qu'on vient de vivre, qui sont les 3 décennies les plus amusantes depuis ce temps. On se retrouve avec des milliardaires qui ont des fortunes colossales et puis voilà, un écart entre les riches et les pauvres qui n'a cessé d'augmenter pendant ces 30 ans, sous le regard goguenard des médias oligarchiques, hein, des médias qui ont été achetés par l'oligarchie et donc qui les ont fait taire en fait, qui les ont empêchés de s'indigner de cette chose-là. Chaque année, ils nous rappelaient, voilà, comme ils avaient leur façon de raconter les choses froidement, sans indignation, sans colère, alors qu'ils savent se mettre en indignation pour défendre les valeurs de l'oligarchie. Et donc, chaque année, ils nous disaient, ben voilà, le tel organisme dit que les écarts se sont encore creusés entre les riches et les pauvres. Il n'y a plus que 55 000 milliardaires qui détiennent 80% de la richesse mondiale. Enfin bref, toutes ces choses-là, ils nous les racontaient. Et en fait, en les disant de cette façon-là, sans indignation, c'était une façon de les faire admettre. Donc, ils nous ont fait admettre l'inadmissible. Comme ils nous disaient, voilà, cette année, il y a eu un nouveau SDF est mort dans la rue, est mort de froid, etc. On en est à 45, on en est à 50, etc. Enfin, on était dans un mouvement comme ça qui nous faisait accepter. Et même dans les grands indignés qui ont construit des choses formidables, hein, par exemple les Restos du Cœur, c'était un mouvement de révolte. Vous ne voulez pas vous en occuper? Bon, je vais m'en occuper, c'est Coluche, etc. Et pendant 20 ans derrière, 10 ans, chaque année, on entendait aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Bon, bref. Alors, bien sûr, les choses se sont améliorées, mais c'est pour dire que ce système, en récupérant les médias, a écarté l'indignation logique le fait que les médias, que les journalistes, que la corporation des journalistes étaient là pour se mettre pour défendre le peuple des puissants, en réalité. C'est son rôle d'être l'intermédiaire, d'être posé au milieu entre les puissants qui veulent naturellement, instinctivement, sans le vouloir, hein, s'ils peuvent rogner sur la richesse des pauvres, du peuple, ils le font. Si personne ne les arrête, ils le font. Comme dans un village, si quelqu'un commence à s'accaparer des choses et que personne ne lui dit rien, ben il va avancer jusqu'à ce que quelqu'un se révolte. Et donc le système a avancé jusqu'aux révoltes qu'on a connues il y a quelques années. Et qui continue aujourd'hui parce qu'on est face à une surdité. Donc, voilà, le système a engendré de lui-même, en fait, de quoi le bâton pour se faire battre, en allant vers la toute-puissance, en se croyant malin d'acheter les médias, de dominer. C'était une phrase de Bernard Tapie, j'ai pas besoin d'acheter un journaliste, j'achète le média et puis c'est tout. Donc il se pensait malin, en réalité, c'est humain, hein, ça fait partie mais simplement, voilà, ça conduit à l'excès, à la toute-puissance, et la toute-puissance, elle finit toujours mal. Elle finit mal chez un mafieux qui va monter jusqu'à
se croire impuni, tuer des juges, faire, etc. Et jusqu'à ce que le système finisse par l'arrêter. Voilà. Et c'est tout le temps comme ça. Donc, ce n'est pas un service à rendre de laisser monter en toute puissance un système. Donc, dans l'Ancien Régime et la Révolution, Tocqueville nous dit que le premier mouvement des hommes les porte à l'égalité, mais qu'après avoir supporté les disciplines qu'elle impose, ils découvrent la liberté. Par-delà l'espace et le temps, les événements retentissants ont montré la portée universelle de cette observation. Il avait compris justement que là, le peuple, ce qu'il voulait, c'était, ce qu'il privilégiait, c'était la liberté. Évidemment, il aspire à l'égalité et il travaille à l'égalité. Mais le communisme, qui offrait plus d'égalité, bien entendu, le fait qu'il n'offre pas de liberté, pas suffisamment de liberté, a fait que le monde ne voulait plus de lui. Voilà son échec. Des fils de Confucius, groupés sur Tiananmen, devaient payer de leur sang le ralliement qu'à leur insu, ils apportaient à la pensée d'un gentilhomme normand. Et oui, ils ont cherché à se libérer. Mais ils ont réussi à apporter de la liberté dans ce pays, dans cette nation immense en Chine. Donc ça n'a pas été vain. Évidemment, il n'y a pas la liberté comme on peut l'avoir en Occident. Mais elle est là, cette liberté. Et il y a d'autres avantages. Parce qu'on ne peut pas simplement voir que les inconvénients d'un système qu'on peut penser autocratique et qui sans doute l'est. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont positives pour le peuple. Sinon, le peuple se révolte et n'accepterait pas de vivre sous un système comme ça. Quoi qu'il arrive, s'il survit avec cette liberté un peu brimée, c'est que il a suffisamment de liberté pour ne pas se révolter, à mon sens. Alors, on passe à l'autre chapitre, avènement. L'humanité est la dernière des grandes découvertes. Bon, je vais faire 2 vidéos. Celle-ci, je vais l'arrêter là et je vais reprendre dans